Le maintien de l'ordre dans les manifestations des Gilets jaunes, les élections européennes, mais aussi les élections municipales qui se profilent l'année prochaine. C'est avec Danielle Simonet que nous sommes ce matin, qui est oratrice de la France Insoumise et également conseillère de Paris. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une décision qui est attendue aujourd'hui du Conseil d'État sur les fameux lanceurs de balles de défense. On ne connaît pas encore le verdict. Vous êtes pour, contre l'arrêt de ces lanceurs ? Il faut absolument arrêter, il faut instaurer une interdiction d'utilisation à la fois Mais comment ils se défendent, les forces de l'ordre ? Non mais déjà, regardons la réalité. On a des femmes et des hommes mutilés en grand nombre, avec des yeux arrachés, avec des mâchoires totalement déformées. 1000 policiers blessés aussi. Hein. Oui, mais vous avez plus d'une centaine de personnes qui sont défigurées à vie. Donc vous êtes pour l'arrêt ? Exactement. Là, on ne répond pas. Et on fait comment pour maintenir l'ordre alors ? Déjà, on ne répond pas à un mouvement d'insurrection citoyenne par de la répression. Il faut trouver une issue politique. Parce que là, on est en train... Alors, c'est quoi l'issue l'issue politique, déjà, c'est que le débat national qui s'est ouvert. Oui, mais que le ministre de l'Intérieur, déjà, n'essaye pas d'encourager les affrontements entre les manifestants. C'est la faute du ministre de l'Intérieur ? Bien sûr. La méthode... Il est coupable ? Exactement. Dans la façon dont il organise le maintien de l'ordre, toute la chaîne de commandement pose un véritable problème qui est dangereux pour nos libertés et qui porte atteinte. On est vraiment sur une casse humaine, là, à travers ce mouvement. Et la responsabilité, c'est celle du ministre de l'Intérieur. Il doit démissionner. D'accord, il doit démissionner. Est-ce que vous allez au débat, au débat national ? Écoutez, le problème de ce débat, franchement, c'est que d'abord, le débat, il a commencé sur les ronds-points bien avant que Macron se décide à organiser ce grand débat. Mais c'est quand même une sacrée mascarade. Qui peut savoir comment ce débat va se terminer ? Les règles du jeu ne sont même pas établies au départ. Mais attendez, parce qu'on ne sait pas. On va en parler. Mais est-ce d'abord, que ce le mot débat est totalement surfait. Parce apparemment, il a l'air d'avoir du succès, ce débat. Parce que non, les gens parce y que vont. les gens ont envie d'échanger, ont envie de parler. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous y allez, vous, Mais non, mais regardez comment c'est organisé. Est-ce que vous y allez, personnellement ? Non, moi, ce que j'apprécie, c'est au contraire les vrais débats où les citoyens entre eux peuvent collaborer. Mais parce qu'on fait des tonnes de débats avec des citoyens qui peuvent définir entre eux ce qu'ils souhaitent exprimer avec des vraies méthodes d'éducation populaire. Là, on est quoi ? Sur des successions de prises de parole, avec des ministres, le Premier ministre ou le Président de la République qui font leur grand monologue. Il y a plein de débats qui sont organisés ici ou là. Qui prendra la décision ? C'est bien que le pays débatte, mais là où il y a vraiment une mascarade totale, et franchement, on se moque du monde, ce gouvernement se moque du monde, c'est qu'il ne permet pas de donner la façon dont ça termine. Alors, comment ça doit se terminer pour vous ? Alors, comment est-ce qu'on doit prendre les choses ? Il y a une demande très forte, à la fois de justice sociale, justice fiscale, et de changement démocratique, de remise en cause des institutions, qui n'est pas du tout un mouvement anti-républicain, bien au contraire, non, changer les institutions. Veut changer les institutions pour renforcer. Bon, comment est-ce qu'on fait dans un pays démocratique quand on veut changer les institutions ? Vous allez me le dire. On fait une assemblée constituante. Pour que ce soit les citoyens. l'Assemblée ? Non. Vous savez, l'Assemblée nationale, elle continue à faire son travail, et pendant ce temps, vous convoquez une Assemblée constituante. Mais avec qui permet justement aux citoyens de définir des représentants, mais qui ne sont pas des gens qui ont déjà un mandat. Moi, je ne peux pas être candidate, par exemple, à cette Assemblée constituante. Il n'y aurait que des gens sans mandat. Exactement. Il y aurait simplement le mandat de la Constituante. De créer une nouvelle Constitution. Et ce qui fait que c'est le peuple lui-même qui se refonde et qui définit les règles du jeu. Vous les choisissez comment, vos constituants ? C'est notre histoire, hein. Oui, mais d'accord. C'est l'histoire de notre révolution française. Mais c'est les citoyens qui vont pouvoir désigner leurs candidats. C'est ça un mouvement constituant. Et en organisant le débat, justement, dans chaque territoire de la République, c'est comme ça qu'on devrait définir. Des représentants régionaux, comment ça se passe ? Exactement, pour qu'ils puissent définir les nouvelles règles du jeu. Parce que là, on a quoi ? Le monarque, alors qu'on sait que c'est la Ve République qui est en crise, qui décide de faire son tour de France, du royaume, qui finalement utilise les deniers publics pour faire une grande campagne électorale. Il devrait démissionner. Parce qu'il fait une grosse... en tous les cas, c'est ce qu'expriment très fortement les manifestants. Mais soit il démissionne, soit il répond à ce qui s'exprime. Au lieu de ça, il utilise le grand débat dans une campagne de communication. D'accord. Constituante qui fonde une nouvelle constitution. Bien sûr.
et qui écrit une nouvelle constitution. Et cette constitution, elle est approuvée par référendum, j'imagine. À la fin, bien sûr. Et OK. Et après, elle peut on instaurer débouche dedans sur quoi, le alors? référendum Et on dissout d'initiative l'Assemblée citoyenne. nationale à ce moment-là. Alors, après, soit vous avez une dissolution de l'Assemblée nationale et des nouvelles élections, soit vous n'avez pas de dissolution de l'Assemblée nationale, c'est des choses qui peuvent se débattre, mais vous avez la possibilité, dans cette nouvelle constitution 6e République, d'avoir le référendum d'initiative citoyenne. D'accord. Et c'est important, cette modification, parce Et que on ça passe permet... dans un régime parlementaire? Mais ça permet, oui, il faut en sortir avec Et si les la Français disent non? concentration... Ah ben, la Constitution le décidera. Mais au moins, le peuple sera souverain dans la façon de D'accord. définir les règles du jeu. Et le référendum d'initiative citoyenne permettra aux citoyens de pouvoir abroger des lois, proposer des lois, révoquer des élus, ou bien... On est toujours avoir sur la ce pouvoir révocation des constitutionnel. élus, alors. Ah oui, c'est important, bien sûr. Moi, j'assume, hein, à mi-mandat, il faut qu'il y ait un droit des citoyens, C'est à mi-mandat. par pétition, de pouvoir tenter la révocation. Après, il faut qu'ils gagnent majoritairement dans l'urne. Est-ce que certains, il y a une petite musique là, qui dit mais les jeunes, les banlieues sont absents de ces débats. Vous êtes d'accord avec ça? Dans ce que l'on voit, oui, il peut y avoir des vraies vous y allez pas au différences débat, de vous pouvez pas le voir, territoire. vous. Mais enfin, écoutez, on est quand même bien informé sur tout ce qui se passe partout. Mais vous avez d'autres types de débats qui s'organisent. Mais c'est surtout, moi, ce que je trouve qu'il y a une pauvreté dans les méthodes d'éducation populaire. On voit que ce pouvoir est totalement déconnecté de la façon de se faire. Qu'est-ce que vous appelez l'éducation populaire? Regardez, quand vous organisez un débat, ça veut dire que les gens doivent pouvoir co-échanger entre eux. C'est pas ce qu'ils font. Mais non, c'est une succession d'interventions, c'est vous pas y du êtes tout la jamais même allé, vous chose. pouvez pas savoir. Regardez ce que l'on nous donne à voir. Oui, mais Je vais vous donner un autre voyez exemple. les débats du président de la République et du Monsieur Premier René ministre. Revol, Oui. dans sa municipalité, lui, Oui, organise un débat tout autrement, voilà, Oui. avec des méthodes d'éducation populaire et avec la possibilité des citoyens, entre eux, de hiérarchiser leur cahier de doléances Oui. et de pouvoir décider de référendums locaux, qui seront des consultations, mais des référendums locaux. Mais je remarque aussi que les Gilets jaunes, certains ont décidé de faire leur propre plateforme, en parallèle et en compétition de celle du Vous gouvernement. redoutez une liste Gilets jaunes aux élections européennes? Non, mais je vois que c'est très compliqué. Je pense que la première difficulté pour les Gilets jaunes à travers la mise en place de listes, c'est pas de se retrouver en situation de division du mouvement et d'affaiblissement par rapport à l'action qui doit continuer. Hein. Mais après, ce que je remarque, c'est que depuis le début de ce mouvement, c'est la bataille des idées qui est en train de gagner et de faire battre Emmanuel Macron. Parce que la question du alors c'est bien ce référendum, débat, alors. la question, mais c'est le débat, c'est la De votre mobilisation point de vue. sociale. Monsieur Macron voudrait par le débat tuer la mobilisation. Il n'y arrivera pas. D'accord. Il y a un grand débat qui va s'ouvrir, je le disais, sans doute, pour l'élection municipale à Paris. Madame Hidalgo n'a pas dit qu'elle était candidate à sa réélection, mais ça semble aller de soi quand même. Vous serez candidate, vous, pour la France Insoumise? Ça sera moi, vous? je proposerai ma candidature, enfin, je votre parti? proposerai ma candidature au mouvement France Insoumise. Ouais. Et je souhaite qu'on puisse mettre en place des listes citoyennes. C'est quoi des listes qui citoyennes? soient Parce que soutenues les par la autres sont France pas Insoumise. citoyennes? Une liste de partis, à la différence d'une liste citoyenne, une liste de partis, c'est à l'intérieur des instances du parti qu'on décide de l'ordre. Une liste citoyenne, c'est une autre démarche. Nous, on a lancé une plateforme Paris en commun, collaborative, où toutes celles et ceux qui souhaitent Elle est s'impliquer... contestée, cette plateforme, par Alors la maire de oui, Paris. parce que la maire de Paris prétend qu'elle peut, elle, mettre en place une campagne avec une plateforme sur Paris en commun dès demain. Mais enfin, son équipe est aux manettes depuis 2001. Donc pourquoi attendre 3 mandatures pour essayer de construire le Paris en commun? Elle a fait une action en justice ou pas contre vous? Alors, elle engage les plus gros avocats, Monsieur Mignard, voilà, qui était un des fondateurs de la Macronie, pour nous contester le droit d'utiliser Paris en commun, parce qu'elle aurait déposé Paris en commun de demain, alors que présidentielle législative, souvenez-vous, l'intitulé du programme de la France Insoumise, c'était l'avenir en commun. Mais surtout, il y a un débat politique derrière. Parce que finalement, le bilan de ces 3 mandatures, Delanoë et Hidalgo, c'est une gentrification, c'est une hyperdensification, et c'est les intérêts privés qui prennent le dessus sur la capitale. Donc c'est quoi? C'est le pari de quelques-uns. Paris se vide de ses habitants, et notamment des classes populaires et moyennes. C'est pas Paris des bobos, je n'aime pas cette expression, je ne sais pas à qui elle correspond. Mais ce qu'on peut voir, c'est que vous avez plus de 44% des Parisiens qui correspondent par exemple aux 20% de la taxe d'habilitation des plus riches. Les couches populaires et moyennes, les ouvriers et les employés représentaient 36% en 2001
il ne représente plus que 25% aujourd'hui. Oui. Parce que la spéculation, l'insuffisance de politique de logement... Tout ça, c'est de la faute de Mme Hidalgo, Bien de sûr, M. Delanoë. c'est un échec de ces 3 mandatures successives. Vous serez sans le Parti communiste, là, dans cette configuration, parce que le Parti communiste, Alors, Yann Brossat est plutôt vous assez avez proche. des communistes qui ont déjà, depuis le début de la France insoumise, se sont impliqués dans cette démarche. Hein. Mais oui, Yann Brossat Et plutôt du côté de la mairie de Paris. Et il soutient cette politique municipale les yeux fermés. Elle peut finalement faire toutes les pirouettes qu'elle veut, Madame Hidalgo, sur le travail du dimanche, sur la police municipale. Alors, finalement, ils suivent toujours. précisément. Mais c'est surtout sur l'austérité, parce que les budgets sont catastrophiques. Sur la police hein. municipale, elle a changé de pied. Oui. Elle était plutôt hostile à la création d'une police municipale à Paris. C'est le Macron en commun des idées. Il faut aussi dire quand même que la législation ne le lui permettait pas. Est-ce que vous êtes favorable à une police municipale à Paris? Je suis attachée à la police républicaine. C'est une fonction régalienne de l'État et il faut laisser cela à la fonction régalienne de l'État. On a déjà des brigades de lutte contre les incivilités. Et si la ville de Paris doit mettre le paquet, eh bien c'est dans la culture, dans les quartiers, dans les associations, donc vous êtes contre. dans l'éducation populaire, dans tout ce qui peut contribuer à l'émancipation. Voilà. Et c'est pas de se dire « Ah, j'ai de très bons rapports avec M. Castaner, nous allons mettre en place cette police-là ». Regardez le bilan de la politique autoritaire de ce gouvernement. Donc vous êtes contre. Opposé. D'accord. Vous revenez de Turquie, où vous êtes très impliqué, et vous demandez la libération d'opposants au régime d'Erdogan. Exactement. Je suis allée vendredi en Turquie parce que Leyla Güven, une députée kurde du HDP, le Mouvement démocratique des peuples, était emprisonnée depuis 1 an et a engagé une grève de la faim depuis le 7 novembre pour demander à la fois la libération des 10 000 prisonniers politiques en Turquie et la rupture de l'isolement d'Abdullah Öcalan, qui est le leader du peuple kurde. Et cette bataille, elle est importante. Madame Leyla Güven a été libérée, mais elle continue sa grève de la faim. Cette bataille? Eh bien, je souhaite qu'à la fois le président de la République, l'Union européenne, interpelle Erdogan, qui est en train de faire une dérive fasciste terrible et qui menace d'attaquer le Rojava. Vous êtes seul sur ce sujet? Pas complètement, parce que regardez, les députés à l'Assemblée nationale de la France insoumise ont réussi à faire un texte signé par des députés à la fois du Parti communiste jusqu'à l'UDI pour justement que les institutions européennes et le président de la République interpellent Erdogan. Les Kurdes ont été les meilleurs combattants contre Daesh, ne les abandonnons pas. Alors, ça c'est pour les opposants à Erdogan. Erdogan, il soutient Maduro, comme vous. Oui. Donc vous êtes du côté d'Erdogan, là, non? Alors, moi je ne soutiens... Enfin, le problème, c'est pas de soutenir... Vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Moi, je soutiens... je soutiens la légitimité et la souveraineté du peuple. Ce qui est important. Et le peuple, il demande à ce que Maduro parte. Non. Ce qui est important, c'est de s'opposer d'abord à tout coup d'État et toute ingérence de l'impérialisme des États-Unis. Par contre, il n'y a pas d'ingérence de la rue. M. Maduro a accepté la proposition de médiation, notamment du Mexique et de l'Uruguay, je crois, et s'est prononcé pour dire finalement, oui, d'accord pour des élections. Donc, il faut absolument suivre cette voie-là. Si on ne suit pas cette voie-là... nouvelles élections législatives, il a dit. Si on ne suit pas cette voie-là, on se retrouvera dans une situation de guerre civile. Vous me parlez d'élections législatives. Ce que demande le peuple, c'est une nouvelle élection présidentielle. Alors que par référendum, le peuple décide. Mais attention, il ne faut pas accepter ni les coups d'État, ni l'ingérence. C'est très important. Sinon, ce pays va aller à la guerre civile. C'est assez contradictoire quand même. Vous êtes pour la liberté en Turquie, mais pas au Venezuela. Non, puisque je vous dis, c'est au peuple de décider. Le peuple, il dit, on veut de nouvelles élections. Vous avez un appel d'intellectuels qui propose cela. Mais pas d'ingérence et pas de coup d'État. Il y a une mainmise nord-américaine pour tenter les coups d'État sur l'ensemble des pays d'Amérique latine, qui est extrêmement dangereuse. Il faut défendre la démocratie. Et j'aimerais bien que la France et les institutions européennes soient beaucoup plus regardantes sur l'Union européenne, sur la Turquie, à qui on donne des milliards pour s'occuper du contrôle de l'immigration, et on ferme les yeux sur la dictature qui s'y déroule. Je vous heurte si je dis Daniel Simonet, elle est chaviste. Non, parce que le mouvement de révolution bolivarienne... Ça vous choque pas, donc? Non, parce que le mouvement de la révolution bolivarienne chaviste, c'est quoi le chavisme? C'est finalement... c'est le processus de la Constitution. Et la famine. Non, pas du tout. Toute la crise du Venezuela, je pense, est liée à une difficulté qu'ils ont eue très forte, à la fois de sortir du monopole des ressources pétrolières, avec donc pour moi une impasse écologique, et de ne pas avoir poussé jusqu'au bout la logique chaviste, justement dans l'implication citoyenne. Et la dérive non, parce que impliquer le peuple, c'est pas du tout avoir recours à une dérive autoritaire. On est avec Daniel Simonet et on continue avec Jérémy Pontieux qui va poser vos questions désormais, chers internautes.
Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Madame Bonjour. Simonet. Alors première constatation, question d'un internaute, le Conseil d'État, c'est officiel maintenant, refuse d'interdire les lanceurs de balles de défense dans les manifestations. Ce rejet total et sans condition. Quel impact vous pensez que ça va avoir sur la manifestation de samedi et sur la suite? C'est terrible parce que vous savez quand même cette parole du défenseur des droits qui dit que c'est pas possible que la France soit le seul. On parle de M. Toubon. Hein. Mais oui, M. Jacques Toubon. Et voilà, je cite M. Jacques Toubon. Voilà, c'est moi qui l'ai cité. Notez-le. Non, parce que c'est pas évident quand on dit défenseur des droits. Que ce soit ces tirs de flashball, que ce soit les grenades de désencerclement ou les grenades lacrymogènes GLIF4, elles ont provoqué des dégâts humains terrifiants. Voilà, terrifiants. Et qui sont totalement indignes d'un pays démocratique. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant alors que c'est Bien, autorisé? il faut continuer la mobilisation et la bataille des consciences, parce que ça n'est pas possible. C'est quoi la bataille des consciences? La bataille des consciences, c'est convaincre majoritairement dans le pays qu'il faut abandonner le recours à cela. Il faut les députés de la France faire moins de Insoumise provocation vis-à-vis des policiers, non? Non mais écoutez, gendarmes. quand vous avez justement ce porte-parole des Gilets jaunes, Rodriguez, qui est en train de filmer dans une manifestation, est-ce qu'il représente un danger manifeste pour l'ordre public? Non. Il se prend un tir qui est un tir à vue, voilà. Donc c'est très grave ce qui est en train de se passer dans ce pays. On ne sait pas si c'est ce tir Cette qui répression a est extrêmement grave. Cette blessure, hein. On ne sait pas si c'est ce tir. Cette blessure aurait dû être évitée par une autre méthode de commandement des forces de l'ordre dans ce genre de situation. Il faut revoir complètement sûr. En France notre doctrine de maintien de l'ordre. Mais la doctrine de maintien de l'ordre est totalement différente de celle des autres pays. Il y a un problème. Vous n'avez pas autant de blessés dans les autres pays européens. D'accord. Un internaute, Princeps, nous dit sur le Figaro.fr, vous rendez-vous compte que ce sont les recalés du suffrage qui soutiennent les Gilets jaunes? Est-ce que vous partagez cet avis? Probablement pas. Ou qu'est-ce que vous pensez de cet avis, les recalés du suffrage, ceux qui n'ont pas voté pour Macron et qui... Non, en fait, on croise aussi pas mal de personnes qui ont voté Macron, alors qui ont pu voter Macron au deuxième tour pour faire barrage à Marine Le Pen. C'est le cas de Mme Levavasseur. Hein. Et certains qui même ont voté Macron au premier tour et qui sont aussi déçus. Donc on est dans une situation de crise démocratique profonde. Et ce mouvement des Gilets jaunes, voilà, c'est une insurrection citoyenne qui, certes, a des racines depuis longtemps. Hein. Moi, je pense que le référendum de 2005, qui a été piétiné, est sans doute un des premiers points de départ, parce qu'il a été piétiné. Et on voit bien que toutes les politiques ordolibérales, avec leur aberration anti-écologique, hein, parce que franchement, organiser le grand déménagement du monde à travers les accords de libre-échange va totalement à l'encontre avec l'urgence climatique qui est posée, avec une situation de crise écologique absolue. Mais vous avez aussi toute la politique de M. Macron, président des riches, président des lobbies, et son style aussi, hein, d'arrogance, de mépris, qui a provoqué ce mouvement-là. Et qui fédère donc des gens qui n'ont pas forcément eu les mêmes votes. Comment vous expliquez que les Gilets jaunes, dans leur grande majorité, se tiennent à distance par rapport à tous les partis politiques et notamment à vous, hein? Oui, parce que dans vous êtes aussi mis en cause. Tout à fait. Dans ce contexte dégagiste qu'on avait déjà décrit à la présidentielle, eh bien, toutes les forces politiques sont critiquées et sont mises à distance avec cette volonté de pouvoir redéfinir les choses autrement. Pour autant, moi, chaque manifestation... Vous allez vous remettre en question vous-même? Mais bien sûr, on ne cesse, nous, regarder toutes nos méthodes de militantisme ont changé. On fait des conférences gesticulées, on travaille différemment sur la... Une conférence gesticulée? Mais bien sûr. Je sais que vous êtes une grande actrice de théâtre, mais quand même... Mais pour trouver d'autres façons de mener la bataille culturelle, eh bien, c'est un spectacle politique, je dirais. Un spectacle politique. À la Mélenchon? Non. Vous viendrez me voir. Voilà, c'est vous pièce de théâtre, donc. Mais on est un bon nombre de militants insoumis. À faire ça? Exactement, à développer. Vous avez fait des émules alors? Exactement. Et puis, mais aussi, par exemple, pour les élections européennes, on a des camions qui vont passer dans 471 villes de moins de 20 000 habitants, parce que nous pensons aussi que ce mouvement des Gilets jaunes révèle aussi l'abandon aussi des zones rurales par les politiques publiques qui poussent toujours à la métropolisation. Qui y aura-t-il dans ces camions? Alors, des élus, il y aura des hologrammes de nos 20 premiers candidats, vrai, exactement, Aubry et qui permettront justement dans 471 communes de faire des réunions publiques sans avoir besoin d'avoir recours aux salles. Donc c'est assez nouveau. Et vous savez ce que c'est que ce chiffre, 471 ? En fait, ça nous coûte beaucoup moins cher que de faire l'équivalent en réunion publique dans des salles fermées. D'accord. Voilà. Donc ce sera justement à la fois économique, mais bien ingénieux. Commence quand, ça ça commence, je n'ai pas la date de la première étape, désolé. Bientôt.
Question qui touche Paris, mais entre autres, bien entendu, la pénalisation des clientes prostituées n'a pas été jugée contraire à la liberté d'entreprendre. Et l'amiral nous dit on autorise donc une activité, mais il est interdit de la consommer, nous dit-il. Ne marche-t-on pas sur la tête selon vous? Écoutez, moi je suis féministe et je pense que notre corps n'est pas à vendre, c'est pas une marchandise. Beaucoup de prostituées sont contre cette loi. Et donc, bah oui, mais moi je suis féministe et j'estime que, vous savez, toutes les violences faites aux femmes procèdent aussi de cette... comme si la femme était un objet. Et si mon corps est à vendre, alors c'est qu'il est un objet. C'est une première violence qui est inacceptable. Vous savez... Elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Vous savez... Si elles ont envie de le vendre. Cette question de la liberté n'est pas à déconnecter d'un point de vue d'une réflexion philosophique sur la dignité de la personne humaine. On ne doit pas accepter que le corps devienne une marchandise et que l'amour soit tarifé. Autre question, il y a trop de femmes adjointes à la mairie de Sarcelles. C'est ce qu'a estimé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a annulé aujourd'hui l'élection de 14 adjoints, dont 8 femmes, donc une parité non respectée. Bon, c'est vraiment lamentable. Quel est votre avis sur cette question? C'est d'Extrafil qui nous le demande. Franchement, il n'y a pas mieux à faire. Quand on voit les inégalités femmes-hommes, regardez, il y a à peine 23 et quelques % de femmes à l'Assemblée nationale. Regardez le nombre de maires, de présidents de conseils généraux, régionaux. À chaque fois, ce sont des hommes. Il y a très peu de femmes. Donc, franchement, quand vraiment on en sera à cette situation-là... La parité n'est pas respectée. Mais dans tout le pays, elle ne l'est pas respectée dans le rapport inverse. Alors, s'il y a une ville où il y a plus de femmes, laissons-les quand même. Dernière question, c'est Mary qui nous demande, avez-vous l'impression que les femmes politiques sont mieux considérées à la France insoumise qu'ailleurs? Est-ce que vous avez senti une différence? Ah oui, complètement. Complètement, vous savez... franchement, moi je suis issue d'un parti, le Parti de gauche, qui a été créé en 2008, et dès notre création, on a mis la parité dans toutes nos instances, un homme et une femme, à tous les niveaux. Je peux vous dire que, alors on n'est pas extérieur à la société, il y a une domination patriarcale, il y a quand même des problématiques de violence sexiste et sexuelle, voilà. Oui, et il s'est battu contre la vie d'autres pour qu'il y ait justement cette parité homme-femme, Jean-Luc Mélenchon, notre candidat à la présidentielle. Mais au parti de gauche, on est un homme, une femme. Éric Coquerel et moi-même, nous sommes voilà. Et dans les livrets, co-coordinateurs, et dans les livrets de la France Insoumise, à tous les niveaux, c'est la parité. Et c'est important parce que ça nous force... Ça n'a jamais été remis en question pour les questions pratiques, mais à chaque fois, vous avez eu des endroits... Si, des fois, vous avez des difficultés. Mais on a du mal à avoir des femmes qui veulent y aller. Tant pis pour vous, messieurs. Tant qu'il n'y aura pas... Vous n'aurez pas créé les conditions pour que les femmes s'y impliquent, vous n'aurez pas vos titres. Voilà. Et cette bataille-là est importante. Et par contre, elle doit toujours continuer. Elle doit toujours continuer. La lutte continue. Merci Daniel Simonet. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous autres, chers internautes. Merci à Jérémy Pontieux qui s'est fait votre interlocuteur. Et puis à lundi, si vous le voulez bien.